Dans les montagnes reculées du sud de la Roumanie, la forêt était en train de mourir après des siècles d'exploitation forestière, d'agriculture et de chasse qui avaient dénudé la terre. La faune avait disparu, les prairies s'étaient effondrées, et ce qui était autrefois un écosystème florissant était devenu un désert silencieux. Puis, en 2014, des écologistes ont fait un geste audacieux et risqué. Ils ont libéré un troupeau de bisons européens, des animaux qui n'avaient pas vécu là depuis plus de 200 ans. Beaucoup pensaient que cela échouerait. Les bisons étaient énormes, des herbivores destructeurs. Le terrain était impitoyable. Même les scientifiques doutaient que cela fonctionne. Mais le plan a tout de même été mis en œuvre. Un an plus tard, quelque chose s'est produit que personne n'avait prévu. Ce qui s'est déroulé ensuite a changé à jamais la façon dont les gens percevaient la réintroduction de la nature, fondrement lent d'un géant. Bien avant que les villes ne se répandent à travers le continent, le bison européen, également connu sous le nom de Wisent, errait librement des forêts de France aux montagnes du Caucase. Ces énormes herbivores jouaient autrefois un rôle écologique crucial dans les paysages européens, broutant à travers les bois et les prairies, dispersant des graines et façonnant l'environnement par leurs mouvements constants. Mais leur domination ne durerait pas. Le déclin du bison européen ne s'est pas produit soudainement. Il s'est déroulé lentement, presque invisiblement, au fil des siècles, alors que la civilisation humaine s'étendait et remodelait le monde naturel de manière à ne laisser aucune place aux géants. Au Moyen Âge, la propagation continue de l'agriculture avait déjà poussé les bisons dans des poches isolées de nature sauvage. À mesure que les forêts étaient défrichées pour faire place à des terres agricoles et à des établissements, les bisons ont perdu les vastes territoires dont ils avaient besoin pour migrer, chercher de la nourriture et se reproduire. La déforestation n'était pas seulement un problème local, c'était une transformation continentale qui a fragmenté les écosystèmes et laissé de nombreuses grandes espèces sans habitat viable. Pourtant, les bisons ont tenu bon, s'adaptant à des territoires en rétrécissement et s'appuyant sur des forêts protégées qui n'avaient pas encore été atteintes par la hache. La révolution industrielle a apporté plus que des machines à vapeur et de l'acier. Elle a apporté des armes à feu, des outils qui ont donné aux humains un avantage écrasant sur le terrain. Là où la chasse au bison nécessitait autrefois des compétences et de la coordination, elle ne nécessitait maintenant que de tirer la gâchette. À mesure que les fusils se répandaient à travers l'Europe au XVIIIe et XIXe siècle, la population de bisons a encore diminué. Ils étaient enchâssés non seulement pour leur viande et leur peau, mais aussi comme symbole de statut et trophée par des nobles et des officiers militaires. Les derniers bastions de l'espèce sont devenus dangereusement vulnérables. Le coup le plus dévastateur est venu pendant la Première Guerre mondiale. Alors que les empires européens s'affrontaient, non, le monde naturel souffrait avec la civilisation humaine. La forêt de Białowieża en Pologne, abritant la dernière population sauvage significative de bisons, est devenue un champ de bataille et une source de ressources pour les forces d'occupation. Les troupes allemandes, poussées par la faim et l'opportunisme, ont tué presque tous les bisons de la forêt. À la fin de la guerre, il n'en restait que 9. Eux aussi disparaîtraient dans le chaos qui s'ensuivrait. En 1927, l'impensable s'était produit. Le bison européen était éteint à l'état sauvage. Seules 54 personnes avaient survécu, toutes en captivité. Dans le silence laissé derrière, une question a commencé à se former. Ces bisons restants, descendants d'une nature sauvage disparue, pouvaient-ils être utilisés pour ramener cette nature sauvage? La lignée cachée. Comment les scientifiques ont sauvé le bison européen? Après que le dernier bison européen à l'état sauvage ait été tué en 1927, l'espèce a frôlé l'extinction totale. Les seuls bisons restants étaient ceux vivant en captivité, principalement dans des zoos et quelques réserves privées. Au total, 54 individus restaient et parmi eux, seuls 12 avaient la force génétique nécessaire pour reconstruire la population. Ces animaux avaient été retirés de leur environnement naturel et personne ne savait s'ils pourraient un jour revenir. Pourtant, les scientifiques croyaient que sauver l'espèce, même dans un état aussi fragile, valait la peine d'essayer. Au début des années 1930, des écologistes ont commencé à organiser soigneusement des programmes de reproduction. Ceux-ci ont été lancés dans des pays comme la Pologne, l'Allemagne et la Russie. Comme les bisons restants étaient si peu nombreux, chaque naissance comptait, et chaque animal devait être suivi de près.
Les éleveurs ont tenu des registres détaillés pour éviter la consanguinité et s'assurer que les animaux restent aussi sains que possible. Ce type de planification génétique minutieuse était l'un des premiers de son genre en Europe, et il a jeté les bases des programmes modernes de récupération des espèces. En 1932, une étape majeure a été franchie avec la création de la Société internationale pour la protection du bison européen. Ce groupe a rassemblé des scientifiques, des vétérinaires et des écologistes de tous horizons. Malgré les divisions politiques en Europe à l'époque, surtout pendant et après la Seconde Guerre mondiale, l'effort pour sauver le bison a continué. L'objectif était simple mais critique: protéger les animaux, accroître leur nombre et préserver autant de diversité génétique que possible. Dans les années 1960 et 1070, la population captive avait augmenté régulièrement. Les bisons étaient gardés dans de grands enclos, des parcs forestiers et des zones protégées. Mais à mesure que la population grandissait, une question plus ambitieuse se posait. Ces bisons pourraient-ils un jour retourner à l'état sauvage? Et si oui, que signifierait cela pour les écosystèmes endommagés à travers l'Europe? Cette question est devenue plus importante à mesure que les scientifiques ont commencé à apprendre la profonde connexion entre les bisons et la santé de la Terre. Les bisons européens sont plus que de grands animaux. Ils sont ce que les écologistes appellent une espèce clé de voûte. Cela signifie que leur comportement aide à façonner tout l'environnement qui les entoure. En se déplaçant, les bisons broutent des buissons et de l'herbe, dégagent des chemins à travers la végétation envahissante, dispersent des graines dans leurs fourrures et leurs excréments et enrichissent le sol avec des engrais naturels. Leurs actions soutiennent de nombreuses autres plantes et animaux, des insectes et des oiseaux aux petits mammifères et aux fleurs sauvages. Sans les bisons, de nombreuses parties des forêts et des prairies européennes ont commencé à décliner. La végétation envahissante étouffait la lumière du soleil. Les fleurs sauvages disparaissaient. Les insectes et les pollinisateurs perdaient encore leurs habitats. La terre est devenue silencieuse et immobile, ne faisant plus partie du système vivant dynamique qu'elle avait été autrefois. C'est alors qu'une nouvelle idée a pris forme. Au lieu de garder les bisons dans des cages, que se passerait-il s'ils étaient ramenés pour aider à restaurer la nature sauvage? Cette idée deviendrait la fondation de la réintroduction de la nature. Le rôle des bisons n'était plus seulement une question de survie, mais de guérison de la terre elle-même. Libération des bisons dans le désert sauvage de l'Europe. Pendant des décennies, les scientifiques ont travaillé à protéger le bison européen en captivité, mais au début des années 2000, il est devenu clair que simplement les garder en vie derrière des clôtures n'était pas suffisant. La prochaine étape était la réintroduction dans la nature. Retourner ces animaux dans les endroits d'où ils avaient disparu et les laisser vivre librement à nouveau. C'était une idée audacieuse. La réintroduction ne testerait pas seulement si les bisons pouvaient survivre dans la nature, mais aussi s'ils pouvaient aider à restaurer les paysages endommagés de l'Europe. Aucun pays n'a pris ce risque plus au sérieux que la Roumanie. Au cœur de ce plan se trouvait une région reculée et accidentée, appelée les montagnes Charcou, faisant partie des Carpates du Sud en Roumanie occidentale. Cette région avait autrefois été le foyer de bisons sauvages, mais depuis plus de 200 ans, aucun n'avait foulé ses pentes. Bien que riche en biodiversité, la zone avait été profondément marquée par l'activité humaine. Le surpâturage par le bétail, l'exploitation forestière illégale et l'effondrement de l'agriculture traditionnelle avaient laissé derrière eux de vastes étendues de terres dégradées. Les prairies étaient devenues envahies, les forêts avaient perdu leur équilibre naturel, et les espèces indigènes étaient en déclin. À bien des égards, cela était devenu ce que les écologistes appelaient un désert sauvage, un endroit qui semblait sauvage mais ne fonctionnait plus comme un écosystème sain. Les habitants l'appelaient même la forêt mourante. Rewilding Europe, une organisation à but non lucratif axée sur la restauration de la nature à travers le continent, s'est associée à WWF Roumanie pour faire quelque chose que personne n'avait jamais tenté à cette échelle. Ils ont choisi les montagnes Tsarku comme site du plus grand projet de réintroduction de bisons sauvages en Europe. L'objectif n'était pas seulement de ramener les bisons, mais de les utiliser comme un outil pour guérir la terre. Si cela réussissait, ce serait un exemple vivant de la façon dont la réintroduction pouvait réparer les dommages écologiques causés par des siècles d'interférences humaines. Mais ce n'était pas une simple libération. Le terrain local était difficile, éloigné, montagneux et manquait d'infrastructures. Il n'y avait pas de clôture, peu de routes pavées et un soutien vétérinaire limité.
Les communautés locales, bien que riches en culture et en tradition, n'avaient pas d'expérience récente avec les bisons sauvages. Certains villageois craignaient que les animaux ne nuisent aux cultures, blessent des personnes ou entrent en concurrence avec le bétail. D'autres n'étaient même pas sûrs que libérer de si grands animaux dans des terres ouvertes soit même sûr ou sage. Il y avait du scepticisme, de la peur et une profonde incertitude quant à ce qui pourrait se passer. Il y avait aussi des doutes scientifiques. Personne ne savait exactement comment les bisons réagiraient après le transport. S'adapteraient-ils? Erreraient-ils trop loin? La Terre pourrait-elle les soutenir? Ou auraient-ils des difficultés et mourraient-ils? S'ajoutant à cela, il y avait la pression d'une diversité génétique limitée. Toute erreur pourrait retarder l'ensemble du projet de plusieurs années. Pourtant, la vision restait claire. Si les bisons pouvaient revenir et prospérer, ils pourraient aider à redonner vie à l'écosystème des Carpates. Mais la vision seule ne suffirait pas. Ce qui est venu ensuite était la partie la plus difficile, transformer l'idée en action. La planification était audacieuse, mais l'exécution était encore plus difficile. Transformer la théorie en un troupeau vivant et respirant nécessitait de surmonter un cauchemar technique après l'autre. Comment les équipes de réintroduction ont ramené des bisons en Roumanie? Réaliser le rêve de la réintroduction nécessitait plus que simplement libérer des animaux dans les montagnes. Il a fallu des années de préparation technique, de coopération internationale et de logistique soigneusement gérée pour ramener le bison européen dans les Carpates du sud de la Roumanie. L'équipe derrière cet effort devait penser comme des scientifiques, des vétérinaires, des ingénieurs et des bâtisseurs de communautés, tout à la fois. Chaque détail comptait, de la santé des animaux à la façon dont ils s'adapteraient à un paysage complètement inconnu. La première étape était de choisir les bisons. Rewilding Europe et WWF Roumanie ont coordonné avec des centres de reproduction et des parcs animaliers à travers le continent pour sélectionner des individus avec les meilleures génétiques. Les bisons venaient rentrant de Suède, d'Allemagne, de Pologne, d'Italie et d'autres pays, voyageant souvent pendant des jours en camion avant leur voyage. Les animaux ont subi des contrôles vétérinaires pour s'assurer qu'ils étaient exempts de maladies et suffisamment robustes pour supporter le stress du transport. Transporter un animal de 1700 livres n'est pas facile. Les bisons devaient en être soigneusement chargés dans des conteneurs spécialisés, bénéficier de pauses-repos et être surveillés pour détecter des signes de stress. Une fois arrivés en Roumanie, ils ne sont pas allés directement dans la nature. Au lieu de cela, ils ont été placés dans des enclos de relâchement progressif, de grandes zones clôturées où ils pouvaient en s'habituer lentement au climat, au terrain et aux sources de nourriture de leur nouveau foyer. Cette période de transition était cruciale. Elle permettait aux bisons de s'adapter progressivement tout en donnant aux chercheurs l'occasion d'observer leur comportement et leur santé. Chaque bison était équipé d'un collier GPS avant la libération. Ces colliers étaient essentiels pour suivre les mouvements, comprendre les schémas de déplacement et s'assurer que les animaux ne s'éloignaient pas dans des zones dangereuses ou fortement peuplées. Les équipes de suivi utilisaient des données satellites pour suivre les troupeaux, identifier les zones de pâturage et réagir rapidement à tout problème. Des gardes forestiers formés au comportement animal tenaient un rang des journaux des interactions, des habitudes alimentaires et des signes de stress ou de maladie. L'implication locale était une autre partie critique du plan. Pour établir la confiance avec les communautés environnantes, l'équipe de réintroduction a travaillé en étroite collaboration avec les villageois, offrant des emplois en tant que moniteurs de la faune, gardes forestiers et guides. Des écoles ont été visitées, des réunions publiques ont été tenues, et les gens ont été invités à en apprendre davantage sur le projet. La connaissance locale de la terre, des saisons et du comportement animal s'est avérée inestimable, et de nombreux résidents ont commencé à voir les bisons non pas comme une menace, mais comme un point de fierté et un potentiel de revenus touristiques. La première libération officielle a eu lieu en mai 2014. 17 bisons ont foulé le sol sauvage roumain pour la première fois en plus de 200 ans. C'était un moment de célébration, mais aussi d'incertitude profonde. Les animaux s'adapteraient-ils ? L'écosystème réagirait-il? Cet espoir fragile survivrait-il aux défis réels de la nature? Les premiers signes étaient en mitigé. Certains bisons ont eu des difficultés avec la transition, d'autres ont prospéré. Le projet a avancé prudemment, avec un autre groupe libéré en 2015. Les bases étaient en place, mais personne ne pouvait prédire ce qui se passerait ensuite, car même les plans les mieux conçus se heurtent aux dures réalités de la nature.
Les premières années ont apporté non pas des célébrations, mais de l'anxiété, des résistances et de la douleur. Revers sceptique et une lueur d'espoir. Bien que le projet de réintroduction des bisons en Roumanie ait commencé avec enthousiasme et une planification minutieuse, les premières années ont été loin d'être faciles. Au moment où les animaux ont été libérés dans la nature, la théorie a cédé la place à la réalité, et la réalité s'est révélée difficile. La survie dans les Carpates n'était pas garantie, et le soutien du public non plus. Derrière les titres d'espoir et les photos symboliques de bisons entrant dans la forêt se cachaient au risque de réelles luttes, des doutes silencieux et une pression croissante pour prouver que l'effort de réintroduction était plus qu'une simple expérience idéaliste. Les défis ont commencé presque immédiatement. Certains bisons n'ont pas survécu à la transition. Le stress du transport, le terrain inconnu et les nouveaux régimes alimentaires ont entraîné plusieurs problèmes de santé et, dans certains cas, la mort. Ces premières pertes ont soulevé des inquiétudes quant à savoir si les montagnes Tsarkou pouvaient vraiment soutenir un grand troupeau en liberté. Le paysage fragmenté de la région, interrompu par de vieilles routes, des fermes et des changements climatiques, posait des risques constants pour les animaux nés ou élevés dans de telles conditions. Des problèmes techniques ont ajouté au stress. Les colliers GPS, qui avaient été essentiels pour surveiller les mouvements du troupeau, ont commencé à échouer dans certains cas. La perte de signal, les problèmes de batterie et les dysfonctionnements des colliers ont rendu plus difficile pour les gardes de suivre les bisons et de réagir rapidement aux urgences. Avec des données limitées, les scientifiques ont eu du mal à déterminer si les animaux s'adaptaient comme prévu ou s'ils étaient en détresse. Le scepticisme de la communauté s'est également intensifié. Certains habitants, déjà préoccupés par l'impact potentiel sur le bétail et les terres agricoles, sont devenus inquiets lorsque des rapports ont émergé de bisons errants près des villages. Des rumeurs se sont répandues, certaines exagérées, d'autres sans fondement, selon lesquelles les animaux étaient dangereux ou endommageaient des clôtures et des cultures, alors que l'équipe de réintroduction travaillait à établir des relations et à éduquer les communautés, tout le monde n'était pas convaincu. La peur et le malentendu se déplaçaient souvent plus vite que les faits. Le financement est également devenu un problème. L'ampleur du projet nécessitait un soutien à long terme, mais certains donateurs et partenaires sont devenus hésitants à mesure que les premiers problèmes s'accumulaient. Les écologistes craignaient que des revers politiques et financiers n'entravent ou ne stoppent même les progrès avant que le troupeau ait eu la chance de s'établir. La patience était mince dans certains cercles, et des questions ont commencé à se poser sur la durabilité du projet, voire sa responsabilité. Mais au milieu de toute cette incertitude, un changement silencieux a commencé. À la fin de 2015, les équipes de terrain ont remarqué quelque chose d'inattendu. Le troupeau se stabilisait, formant des groupes, cherchant de la nourriture ensemble et montrant des signes d'adaptation. Puis est venu le moment qui a coupé le souffle à tout le monde. Les gardes ont repéré une femelle enceinte. C'était difficile à croire. Aucun bison n'était né à l'état sauvage ici depuis plus de 200 ans. Les scientifiques craignaient que les animaux ne survivent pas assez longtemps, ne s'adaptent pas et ne se reproduisent pas sous pression. Certains croyaient que des siècles de captivité avaient émoussé leurs instincts. Mais 1 an plus tard, l'impossible s'est produit. Un veau sauvage est né dans les Carpates. Ce veau n'était pas seulement une étape importante, c'était un miracle. Et alors que la nouvelle se répandait, même les plus bruyants des sceptiques se sont tus. Ce qui a suivi a stupéfié tout le monde. Le troupeau grandit. Ce qui a suivi dans les mois et les années après cette naissance a été une transformation lente mais continue, alors que le troupeau commençait à croître en nombre, confiance et stabilité. À partir de 2016, le projet a continué à libérer de nouveaux bisons dans la nature chaque année. Ces ajouts peu soigneusement choisis pour leur diversité génétique venaient de centres de reproduction à travers l'Europe pour renforcer la population et encourager la dynamique naturelle du troupeau. Mais plus important encore, les bisons déjà vivant dans la nature commençaient à s'adapter par eux-mêmes. Ils formaient des groupes sociaux, développaient des schémas de pâturage et se déplaçaient en tant que troupeaux cohésifs à travers de vastes territoires. Ces comportements naturels, cruciaux pour la survie, signalaient que les bisons ne s'ajustaient pas seulement à la nature, ils la reprenaient. L'un des signes les plus puissants de succès est venu par le biais de la technologie. Les colliers GPS permettaient aux scientifiques de suivre les animaux quotidiennement, révélant des schémas de mouvement qui s'étiraient de plus en plus chaque mois.
Les données montraient que les bisons pâturaient efficacement, utilisant des chemins naturels et alternant les zones de pâturage d'une manière similaire à celle de leurs ancêtres anciens. Au lieu d'errer sans but ou de s'accrocher aux zones de relâchement, ils construisaient un rythme en harmonie avec la terre. Le comportement du troupeau est devenu plus complexe. Les mâles dominants ont commencé à montrer des signes de compétition pendant les saisons de reproduction. Les femelles se regroupaient en groupes protecteurs et les veaux apprenaient rapidement en suivant leur mère. Le taux de survie des nouvelles naissances était plus élevé que prévu. Et au fil du temps, de plus en plus de veaux étaient observés chaque printemps. À la fin de 2017, le troupeau comprenait non seulement des animaux relâchés, mais un nombre croissant de bisons nés à l'état sauvage. La diversité génétique est restée forte grâce à une gestion soigneuse et à un suivi continu. Les sceptiques au sein des communautés scientifiques et de conservation ont commencé à changer de ton. Ce qui semblait autrefois être une expérience trop ambitieuse montrait maintenant un succès mesurable. Le troupeau était stable. Des naissances venaient avant lieu. La terre répondait. Même les experts, les plus prudents, ont commencé à décrire le projet comme l'un des exemples les plus prometteurs de réintroduction en Europe. Et pourtant, aussi excitant que soit le succès du troupeau, quelque chose d'encore plus puissant était en train de se former, quelque chose qui ne pouvait pas être suivi par GPS ni mesuré en chiffres. La nature répond. Le sol de la forêt reprend vie. Alors que le troupeau s'installait plus profondément dans la wilderness des Carpates du Sud, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se déployer. Ce n'était pas seulement que les bisons avaient survécu, c'était que la terre elle-même, longtemps dépouillée, dégradée et vidée de son rythme écologique, avait commencé à respirer à nouveau. Lentement au début, puis de manière indiscutable, le sol de la forêt a changé. Les bisons alléchants par leur nature même sont des ingénieurs des écosystèmes. Chaque mouvement qu'ils font, piétinant, cherchant de la nourriture, se vautrant, même en déféquant, façonne l'environnement. Les écologistes le savaient en théorie, mais peu croyaient Chaboli que l'ampleur du changement serait visible aussi rapidement. Les sceptiques s'en a continué d'exprimer des doutes. Un troupeau de quelques dizaines d'animaux pouvait-il vraiment modifier un biome entier ? Leur présence pouvait-elle faire plus de bien que de mal ? La réponse a commencé à se révéler dans le sol. Les caméras pièges et les relevés par drone ont d'abord détecté des changements subtils. De petites clairières ont commencé à apparaître là où une épaisse broussaille avait autrefois étouffé la lumière atteignant le sol. Les mouvements des bisons ont créé des zones dégagées qui ont permis aux fleurs sauvages, aux herbes et aux graminées indigènes de réémerger. Leurs sabots ont décomposé la terre compactée, laissant l'air et l'eau nourrir des systèmes racinaires plus profonds. Et lorsque les bisons se roulaient ou se vautraient ils préparaient sans le vouloir des licons de semences parfaits, répandant parfois les graines directement depuis leur propre fourrure ou leurs excréments. Bientôt, les chercheurs ont enregistré une augmentation notable de la diversité des plantes sauvages. Les botanistes ont documenté des espèces dans des zones autrefois dominées par des monocultures de graminées ou des broussailles envahissantes. Des oiseaux nicheurs au sol, tels que la alouette des champs et le pipi rousseline, sont revenus pour se reproduire dans les prairies nouvellement ouvertes. Les insectes ont suivi, en particulier les pollinisateurs, attirés par la richesse florale croissante. Des renards, des lièvres et de petits mammifères sont réapparus pour chercher de la nourriture dans les zones créées par les bisons. Et avec le retour des proies sont venus de plus grands prédateurs. Les observations de loups et de lynx sont devenues plus fréquentes. Les écologistes, analysant le sol, ont trouvé une structure améliorée, un contenu organique plus élevé et une meilleure rétention du carbone. Le ruissellement des eaux a ralenti. L'érosion a diminué. Même les modèles météorologiques locaux dans certaines vallées, se sont subtilement stabilisés grâce à la nouvelle couverture végétale. Ce qui a le plus stupéfié les observateurs n'était pas seulement la biologie, c'était la rapidité. Seulement quelques années plus tôt, cette terre avait été qualifiée de forêt mourante, dépouillée de ses espèces clés et de son harmonie écologique. Maintenant, avec le retour des bisons, les Carpates reprenaient visiblement et mesurablement vie. Les habitants qui s'inquiétaient autrefois des dommages aux cultures ou de la sécurité signalaient désormais des scènes de beauté, des prairies illuminées par des fleurs sauvages, le chant des oiseaux dans des endroits autrefois silencieux, et même des observations émouvantes de veaux de bisons broutant aux côtés de leur mère. Les communautés qui avaient été sceptiques commençaient à embrasser la fierté.
Ce qui avait commencé comme une expérience radicale était devenu une preuve indéniable. Les bisons n'avaient pas seulement survécu, ils avaient ramené la nature sauvage avec eux. Mais ce n'était que le début. Dans les années qui ont suivi, ce qui avait commencé comme une preuve est devenu un progrès. Avec les Carpates du Sud, le projet de réintroduction des bisons est devenu le plus grand succès de réintroduction de bisons en Europe. La nature sauvage s'étend. Avec l'écosystème se rétablissant visiblement et les bisons prospérant, le projet de réintroduction des Carpates du Sud a atteint un seuil critique d'ici 2022. Ce qui avait commencé comme un pari audacieux en matière de conservation était maintenant devenu un modèle mondial de la façon dont la nature, lorsqu'on lui donne les bons outils et le temps, peut se guérir elle-même. Et la guérison ne s'est pas arrêtée aux fleurs qui fleurissent ou aux renards qui reviennent. L'avenir même de l'espèce de bison européen a pris un tournant dramatique vers le mieux. En 2022, les scientifiques ont réalisé une étude génétique détaillée sur le troupeau roumain, comparant les individus nés à l'état sauvage à ceux déplacés depuis des stations de reproduction à travers l'Europe. Les résultats étaient remarquables. La diversité génétique, autrefois la plus grande limitation à la survie de l'espèce, s'était stabilisée. Les coefficients de consanguinité diminuaient et le pool génétique s'approfondissait. La population dans les montagnes Tarku, autrefois dépendante des introductions extérieures, était désormais autosuffisante. La nature sauvage n'était plus seulement un foyer, elle était devenue un berceau. Ce succès a déclenché une nouvelle phase. Rewilding Europe et WWF Roumanie ont déplacé leur attention en 2023, non seulement vers l'augmentation des nombres, mais vers l'expansion du territoire et la connectivité des habitats. Avec un engagement communautaire croissant et un soutien public plus enthousiaste que jamais, l'effort a pris une forme écologique plus large. Entre 2023 et 2024, plus de 11 veaux sont nés à l'état sauvage et plus de la moitié du troupeau est désormais composé d'individus nés à l'état sauvage. C'était une étape que les écologistes avaient autrefois considérée comme étant à des décennies. Le troupeau n'était plus maintenu artificiellement, il prospérait de lui-même. En même temps, l'aire de répartition des bisons s'est rapidement étendue. À partir de leur zone de libération initiale, les animaux ont commencé à explorer les vallées et les forêts adjacentes. À la mi-2024, le territoire de pâturage du troupeau couvrait plus de 370 km². En septembre 2023, des caméras pièges ont capturé des bisons à l'intérieur du parc national Domogled-Valea-Cernay, une zone protégée voisine. Cela a marqué la première instance confirmée de mouvements naturels à travers un corridor sûr, preuve que les bisons aidèrent à relier la nature sauvage fracturée de la Roumanie. Pour sécuriser ces gains, des accords de collaboration ont été signés avec les parcs nationaux Retazat et Domogled, ouvrant formellement 105 000 hectares d'espaces protégés pour les bisons et d'autres animaux sauvages. Ces partenariats ont créé l'une des plus grandes zones sauvages interconnectées d'Europe, non seulement pour les bisons, mais aussi pour les lynx, les loups, les cerfs rouges et d'autres espèces. Puis est venue une surprise supplémentaire, l'impact climatique. Une étude dirigée par Yale a révélé que 170 bisons dans seulement 48 km² capturaient en plus de 54 000 tonnes de CO2 par an, équivalent aux émissions de 43 000 voitures. Les bisons, simplement en pâturant et en fertilisant la terre, transformaient le sol dégradé en puits de carbone vivant. À la fin de 2024, avec une population approchant les 210 individus, le projet des Carpates du Sud avait réalisé quelque chose que peu de gens pensaient possible. Il était devenu le foyer du plus grand troupeau de bisons véritablement sauvages d'Europe. Génétiquement viable, écologiquement influent et culturellement célébré. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée de raviver une espèce était devenu une révolution dans notre façon de penser à la nature. La nature sauvage est revenue, non seulement en nombre mais en esprit. Et c'est peut-être le plus grand miracle environnemental de l'Europe. Que pensez-vous de ce projet de réintroduction ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.